Brian McDermott. Brian Douglas McDermott était un écolier de 10 ans qui a disparu de Belfast en 1973. Décrit comme un enfant calme, Brian était le plus jeune des 3 fils et 2 filles nées de Edward et Joanne McDermott. Vers 1h de l'après-midi, le 2 septembre 1973, Brian a quitté sa maison sur Well Street dans Lower Woodstock Road pour jouer avec ses amis au parc. Il devait rentrer à la maison pour le déjeuner du dimanche à 2h30 de l'après-midi, mais il n'est jamais arrivé. Les parents alarmés de Brian ont aussitôt contacté les autorités qui ont mis en place une équipe pour le retrouver. Les zones environnantes ont été minutieusement fouillées, les bâtiments délabrés ont été inspectés et le parc forestier de Tellymore a été investigué, mais aucune trace du garçon de 10 ans n'a été trouvée. Puis, une semaine plus tard, le samedi 8 septembre, lors des recherches sur la rivière Lagan, le niveau de l'eau a été abaissé pour que la police puisse regarder de plus près. Ce qu'ils ont trouvé en vidant l'eau était le pire cauchemar d'un parent, un sac contenant des parties du corps démembré de Brian McDermott. Un bras et 2 jambes manquaient et ses membres n'ont jamais été retrouvés malgré les tentatives désespérées des enquêteurs pour les localiser. Le corps a également été brûlé, ce qui a amené les autorités à soupçonner que, après le meurtre, le coupable avait tenté de dissimuler la véritable identité de Brian en brûlant sa chair. Les parents locaux craignaient pour la sécurité de leurs enfants, terrifiés à l'idée qu'un tueur se promène parmi eux, tandis que la famille McDermott s'effondrait et commençait à faire le deuil de leur enfant et frère perdus. Brian a été inhumé le 13 septembre 1973. Alors que des milliers d'entretiens ont été menés, les tuyaux ont été minutieusement enquêtés et une énorme chasse à l'homme pour le coupable a été menée, la police avait l'impression de manquer de pistes. Ils auraient en cherché des liens sectaires, des réseaux pédophiles et des théories de sorcellerie, mais aucun d'eux n'a donné de pistes prometteuses. Ils ont également brièvement envisagé des liens avec la maison des garçons de Kincora à Belfast. Cela était dû à l'idée en 1982 que l'affaire de Brian concerne, je cite, « des aspects homosexuels possibles ». La maison a été le théâtre de nombreuses allégations graves d'abus sexuels, ce qui a conduit à un énorme scandale et une tentative de dissimulation en 1980. Il y avait même des rumeurs de collusion étatique et des murmures qu'un réseau pédophile opérait depuis l'intérieur de la maison qui avait des liens avec les services de renseignement. Cependant, il n'a jamais été établi de lien entre l'affaire de Brian et la maison des garçons. Les autorités ont également enquêté sur William McDermott, le frère aîné de Brian, âgé de 16 ans. Ils avaient non soupçonné qu'il avait peut-être pris une revanche enfantine sur son jeune frère après que Brian l'ait frappé dans le dos avec un bâton. La police l'avait à l'œil depuis un moment, mais ce n'est qu'en 1976 qu'ils ont pu l'interroger lorsque sa mère l'a dénoncé pour l'avoir battu. William a avoué pendant l'interrogatoire, mais a rapidement rétracté cet aveu de culpabilité. Et depuis, il a toujours maintenu son innocence et affirmé que l'aveu avait été obtenu sous la contrainte. Puis en 2008, son ex-femme a déclaré devant un tribunal à Worcester qu'il avait avoué avoir mis fin à la vie de Brian. Ceci a été entendu lors d'une audience concernant William qui envoyait à son ex-femme des textes menaçants et abusifs. William a d'autres condamnations pour des infractions violentes, mais continue de clamer son innocence. Eddie, le frère aîné de Brian, âgé de 19 ans lors de sa disparition, a été le porte-parole de la famille pendant des années. Il a déclaré publiquement que la famille est éloignée de William, ayant coupé les liens avec lui il y a longtemps. Eddie, en particulier, croit que William est coupable de ce qui est arrivé à Brian en septembre 1973, affirmant qu'il est devenu suspicieux lorsque William a dit qu'il ne voulait pas qu'un livre soit publié sur l'affaire de Brian. Quand un écrivain a approché la famille en 2003. Il était même allé jusqu'à contacter son député local, lui demandant de mettre fin à cela. Selon Eddie, William a commencé à se dégrader après cela, devenant de plus en plus agressif et dangereux. En 1993, le journal irlandais The Sunday Life a reçu une lettre anonyme et un dessin d'un suspect en lien avec l'affaire. La lettre affirmait que l'homme sur le dessin vivait près de l'endroit où Brian avait disparu et fournissait même une adresse. Cependant, rien d'autre ne semble avoir découlé de cette piste. L'affaire de Brian est passée largement sous le radar dans les années 70 en raison des troubles en Irlande. Même maintenant, les informations sur l'affaire sont rares. En 2003, il a été noté que la police refusait toujours d'exclure toute connexion potentielle avec la sorcellerie ou la pédophilie.
Après le meurtre injuste de Brian, ses parents se sont tournés vers l'alcool et la famille a passé la plupart de leurs jours au bord de la dépression. Joan McDermott a cru que son fils William était impliqué jusqu'à sa mort en 2004. Le cas de Brian McDermott continue de rester non résolu. Toute personne ayant des informations sur le cas de Brian devrait contacter Crime Stoppers au 0800 555 111. Rhonda Johnson et Sharon Shaw, le 4 août 1971, deux meilleures amies. Rhonda Renee Johnson, qui préférait utiliser son deuxième prénom et qui avait 14 ans, et Sharon Lynn Shaw, qui avait 13 ans, ont passé l'après-midi à la plage de la baie de Galveston au Texas. Une amie à elle, Glenda Willis, a dit au Houston Chronicle en 2015 que les filles prévoyaient d'aller à l'école de ski nautique de Weeks ce jour-là. Mais le vent avait rendu le bayou trop agité pour le ski nautique. À la plage, elle leur a proposé un lift avant de rentrer, mais les filles ont refusé. Des témoins ont vu les filles pour la dernière fois marcher sur le boulevard Sewell à Galveston, mais Renee et Sharon ne sont jamais rentrées chez elles. Le 3 janvier 1972, deux garçons pêchant dans le lac Clear ont trouvé un crâne humain flottant dans l'eau. Le duo a d'abord cru voir un ballon de sport, mais a vite réalisé que non. 6 semaines plus tard, les chercheurs ont trouvé le reste du corps et celui d'un autre dans les marais près de l'eau. En février 1972, les dents du crâne ont été comparées au dossier dentaire de Sharon Shaw, qui avait disparu 6 mois auparavant. Le collier crucifix de Sharon a été trouvé enroulé autour du crâne. Le corps a été positivement identifié comme celui de la fille de 13 ans. L'autre ensemble de restes trouvés a plus tard été identifié comme étant celui de Renee, mais les corps des deux filles étaient trop décomposés pour déterminer une cause de décès. Quelques mois plus tard, en mai 1972, les autorités ont reçu un tuyau d'un homme nommé Glenn Price, qui était un conseiller municipal local. Il a conseillé à la police de se pencher sur un délinquant sexuel nommé Michael Lloyd South, qui travaillait dans une station-service et avait été coupable de plusieurs incidents de voyeurisme. La police a rapidement enquêté sur ce tuyau et a rendu visite à Michael au travail. Ils lui ont demandé de se rendre au poste pour un interrogatoire et le lendemain, Michael est arrivé volontairement, prêt à répondre aux questions que les forces de l'ordre pourraient lui poser. Interrogé s'il connaissait les filles, Michael a admis les reconnaître, mais a nié les connaître. Cependant, les choses ont ensuite changé. D'après Michael, le chef Michael Morris l'a détenu pendant des heures, lui disant qu'il ne pouvait pas partir sans avouer. Il a déclaré avoir été plaqué au mur, battu avec une matraque et nargué par le chef Morris avec son arme à feu. Morris a menacé de tuer Michael s'il n'avouait pas les meurtres. Épuisé et terrifié, Michael a accepté de se confesser. Il aurait été contraint de rédiger sa confession à la main, puis de la réécrire plusieurs fois. Plus tard, d'hier, un enquêteur nommé Dave Coburn corroborera l'histoire de Michael selon laquelle il a été contraint d'écrire la confession. Coburn voulait même être témoin lors du procès de Michael, mais il n'a jamais été appelé. Coburn avait vu le chef de police Morris traiter un autre suspect de la même manière exacte, 1 an avant le tragique cas de Renee Johnson et Sharon Shaw. L'aveu final signé par Michael contenait plusieurs incohérences. Il a prétendu avoir jeté les corps des filles à El Lago, à plus de 21 miles des marais où les restes ont été trouvés. Il a également dit qu'il avait étranglé les deux, mais aucun signe d'étranglement n'a été constaté lors de l'enquête du coroner. 3 jours plus tard, il a fourni encore plus d'histoires que contradictoires, racontant à 2 shérifs adjoints qu'il avait récupéré les filles d'un steakhouse Sizzler, avait conduit autour d'un quartier d'El Lago avec elles, puis avait mangé avec elles dans un restaurant local Jack in the Box. Après cela, il a prétendu avoir frappé les 2 filles ladies à la tête avec une bouteille de Coca-Cola en verre avant de les déshabiller et de jeter leurs vêtements sur l'autoroute, malgré le fait que les 2 filles ont été retrouvées avec leurs vêtements. Il y avait aussi des témoins qui prétendaient avoir vu les filles à Galveston vers 9h du soir, la nuit où elles ont disparu, alors que Michael affirmait qu'à ce moment-là, les filles étaient dans sa voiture avec lui. 2 semaines plus tard, Michael Self a été sorti de prison par des adjoints du shérif et conduit aux endroits qu'il avait mentionnés dans sa confession écrite. Les adjoints ont pris des photos de lui à chaque endroit et ces photos ont été présentées plus tard au tribunal lors de son procès comme une 3e confession, tandis que l'avocat de Michael l'a réfuté cela en affirmant que ce qu'ils avaient fait était illégal.
Le procès de Michael a commencé le 15 mai 1973 et s'est terminé le 18 septembre 1974. Il a été reconnu coupable du meurtre au premier degré de Sharon Shaw, mais pas de celui de Renee Johnson. Il a été condamné à perpétuité. Au fil des années, Michael a continuellement fait appel de la décision du tribunal jusqu'à épuisement de tous les recours possibles. Il a été refusé à chaque fois. Même après qu'il a été révélé que le chef Morris et le député Tommy Deal avaient été impliqués dans une série de vols qui avait commencé en 1972. Le duo a été arrêté, Morris étant condamné à 55 ans et Deal à 30. Bien que pour beaucoup, il semblait raisonnable d'enquêter pour savoir si un travail approfondi avait été fait en ce qui concerne les affaires de Sharon et Renee, les appels et les tentatives de libération conditionnelle de Michael étaient constamment refusés. Michael Self est mort en prison d'un cancer en 2000. Un article du Houston Chronicle de 2011 a noté que l'avocat de Michael avait déclaré croire que son client avait été faussement accusé et contraint à une fausse confession. 2 officiers d'enquête, un officier de police de Galveston et un ancien procureur du comté de Harris, partagent également cette croyance. Depuis la disparition prématurée de Renee Johnson et Sharon Shaw, il y a eu plusieurs autres suspects possibles au-delà de Michael Self. En avril 1890, un homme non identifié à Taylor Lake, au Texas, est entré dans son commissariat local et a prétendu avoir commis le crime. Lors de sa confession, il aurait admis qu'il les avait tous les deux attachés avec un cordon électrique. C'était quelque chose que la police savait, mais n'avait jamais rendu public afin qu'ils puissent distinguer le véritable tueur des fausses confessions. L'homme souffrait apparemment de psychose et, pour une raison quelconque, malgré les détails qu'il avait donnés, il a été plus tard écarté comme suspect par la police. Puis, en 1998, un homme nommé Edward Harold Bell a écrit plusieurs lettres au procureur de Galveston et du comté de Harris, avouant les meurtres de plusieurs jeunes filles, certaines âgées de seulement 12 ans entre 1971 et 1977, dans les régions de Galveston, Clear Lake, Dickinson, Houston et Alvin. À l'époque, Bell purgeait une peine de 70 ans pour le meurtre de sang-froid d'un ancien marine nommé Larry Dickens à Pasadena en 1978, qu'il avait abattu lorsque l'homme avait tenté de l'empêcher de se masturber publiquement devant un groupe d'adolescentes. Bell avait pris la fuite pendant 14 ans mais a finalement été localisé en 1993 au Panama, vivant avec une adolescente. En août 2015, Bell a avoué avoir ôté la vie à 11 jeunes femmes. Il les a froidement nommées les 11 qui sont allées au ciel. Il a ensuite prétendu avoir été lavé de cerveau et contraint d'exécuter les filles par une organisation secrète. Il est décédé à l'âge de 82 ans le 20 avril 2019 et son implication potentielle dans les décès de Sharon Shaw et Renee Johnson fait toujours l'objet d'une enquête. Avec toutes les options inexplorées et les aveux forcés, il est peu probable que nous sachions vraiment ce qui s'est passé ce jour tragique du 4 août 1971 aux 2 meilleures amies, Rhonda Johnson et Sharon Shaw. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Si vous avez encore faim de contenu sur les crimes réels, vous pouvez consulter le podcast Cold Case Detective en suivant le lien ci-dessous. Merci d'avoir regardé, restez alerte, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.